Une nouvelle d'Olivier Delcroix, le Beatlesgate. Première partie, le tut-tut-ahuri du téléphone. Mardi 8 septembre 1981, 8h29, Londres, 35, Fontarabia Road. Le ronflement du réacteur m'a réveillé. J'ai sans doute pensé à l'introduction de Back in the USSR, le fameux morceau des Beatles. Cela fait 10 ans que je vis à Londres, et je n'arrive toujours pas à m'habituer au vacarme des avions qui frôlent la toiture de mon pavillon. Parfois le matin, j'en compte près d'un par minute. J'éteins mon réveil à quartz, qui allait sonner. Je tourne la tête et contemple l'oreiller vide. 1 mois qu'elle m'a quitté. J'ai rencontré Lucy Diamond alors qu'elle sortait de chez le Dr Robert. Mon magasin, The Fab Four Magical Store, se trouve au 64, New Oxford Street, à 2 pas de chez ce praticien au patronyme si Beatlesien. Une cigarette roulée à la main se tenait perchée entre ses lèvres douces. J'ai trouvé ça drôle. En vrai connaisseur des Beatles, je sais comme n'importe quel fanatique que l'autre Dr Robert, celui de la chanson, avait l'habitude de fournir des cigarettes qui font rire à ses patients, dont faisait partie John Lennon. Elle, je l'avais vue marcher à côté de sa bicyclette vêtue d'une jolie robe fuchsia. Elle fendait la foule comme dans un rêve. Si belle, mais si seule. Sans l'avoir jamais vue, je l'ai reconnue. Quand elle m'a aperçu, figé sur le trottoir en train de la regarder, elle a élégamment laissé tomber sa cigarette et m'a décoché un sourire radieux et charmeur. Elle a bien voulu que nous fassions connaissance dans un pub au coin de la rue. Quand elle les levait jusqu'au ciel, Lucie avait les yeux qui brillaient comme des diamants, évidemment. J'ai cru que c'était le destin, en quelque sorte. C'est bien de cela qu'il s'agissait. Très vite, j'ai découvert que Lucie était fragile comme un petit miroir de sac à main. Il fallait que je la protège de tout mon amour. Elle a accepté. Du moins, je l'ai cru. Son ressort intérieur semblait brisé. Sa main avait échoué du côté de Whitechapel, alors que tout, en elle, aspirait à l'épanouissement des grands espaces. Elle avait approché l'Inde et sa spiritualité à plusieurs reprises sans pouvoir s'y accrocher sérieusement. Grâce à moi, nous avons fini par y aller. De Delhi à Bombay, je l'ai vu revivre. De Bénarès à Aurangabad, notre idylle fut parfaite. Nous écoutions John, Paul, George, Ringo sur mon magnétocassette. Le sitar du frère de Ravi Shankar, les rythmes syncopés du tabla sur le morceau Love You Too. Ces arrangements étranges, planants, nous faisaient délirer de bonheur. Là-bas, je m'étais essayé au sitar, mais comme je suis gaucher, les Indiens m'ont vite regardé de travers. Je ne savais pas qu'en Inde, la main gauche sert d'abord à essuyer les fesses. Elle, cela la faisait plutôt rire. Pour moi, la halte dans la ville de Rishikesh devait être un pèlerinage au cœur même de nos passions. J'y cherchais les traces du gourou, des 4 garçons dans le vent, le Maharishi, Mahesh Yogi, qui les avait initiés à sa philosophie, à la méditation transcendantale. Elle y trouva un ashram pour accomplir une retraite à laquelle elle aspirait. Je ne savais pas que ce serait notre chant du cygne. Lucie aimait dormir, pelotonnée tout contre moi, la tête sur mon épaule gauche. Aujourd'hui, je ressens à cet endroit une drôle de douleur, un manque. Vendredi dernier, j'ai pris rendez-vous avec le Dr Robert. Finalement, j'ai appris qu'il n'avait jamais entendu parler de Lucie. En revanche, il s'est occupé de cette douloureuse rigidité qui s'est emparée de mon bras gauche. « Comment cela vous est-il arrivé ?» m'a-t-il demandé. J'ai évasivement répondu que j'avais attrapé ça, en dormant. Avec flegme, il a conclu à une mauvaise position nocturne et a finalement diagnostiqué une capsulite ou syndrome de l'épaule gelée. Ce genre de rhumatisme se déclenche de manière mystérieuse, m'a-t-il dit. Vous en aurez pour 1 an ou 2. Je ne peux rien y faire. Quand le processus est enclenché, l'écharpe des muscles qui s'enroulent autour de votre os se rigidifie, rendant tout mouvement du bras presque impossible à moins d'une douleur intolérable. Je n'ai pu faire qu'une chose, prendre mon mal en patience. Lucie m'avait laissé un drôle de souvenir depuis qu'elle est partie. Cette épaule si accueillante se rappelle à moi au moindre geste brusque. J'ai mal à en hurler. Malgré tout, je dois me réveiller et la douleur fait de même.
J'écoute la BBC en me rasant de la main droite. Cela fait 8 mois que John Lennon a été assassiné par Mark David Chapman en bas du Dakota Building, et l'on en parle encore dans les bulletins d'information. Pour moi, un conditionnel des Beatles qui me suis installé en Grande-Bretagne dès 1971 pour ouvrir une échoppe dédiée aux petits gars de Liverpool, cela aurait dû être un choc terrible. L'arrivée de Lucy dans ma vie l'a atténué. Comment aurais-je pu prévoir tout ce qui s'est passé depuis 8 mois? Comment aurais-je pu réagir face à l'entrée en scène de ce drôle de paquet reçu en janvier dernier? Ces bandes magnétiques m'ont révélé l'un des secrets les plus ahurissants de ces 20 dernières années, l'existence d'un disque inédit des Beatles qui n'aurait jamais dû voir le jour. Pourquoi a-t-il fallu que je reconnaisse l'écriture de Lennon sur cet anodin colis postal en provenance des États-Unis? Je n'ai rencontré John qu'une fois en 1978, alors qu'il se promenait à Londres avec Yoko. En entrant dans le magasin, il s'est étonné de trouver tant de choses sur le groupe, sur lui, des dessins de sa main qui atteignaient des prix indécents, selon ses propres termes. Néanmoins, comme gardien du temple, il m'avait trouvé sympathique, plutôt calé et surtout digne de confiance. Aurais-je pu me douter qu'en réalité, c'était cela que Lucy était venue récupérer? Lucy, une espionne? Franchement, je n'ai rien vu venir. Elle s'est bel et bien emparée des 2 bandes d'enregistrements pirates signées du plus grand groupe de rock de la planète. Ce geste remettant en cause ses sentiments pour moi, je n'y crois toujours pas. À la cuisine, j'attrape un verre de jus d'orange auquel j'ajoute consciencieusement un sachet de vitamine C. J'avale ma mixture en scrutant le ciel derrière la bay window. La rue est encore luisante, mais un timide soleil pointe le bout de ses rayons entre chaque couche de stratus. Soudain, le téléphone sonne. Jean-Pierre, c'est toi? Lucie? J'ai besoin de te revoir. Je n'ai plus confiance qu'en toi. Rendez-vous au pied de la pagode des Jardins Royaux de Kew Gardens, à 14h. Si tu m'aimes encore un peu, sois là, je t'en prie. J'entends un petit clic, puis plus rien. Le tut-tut du téléphone est tout aussi ahuri que moi. Seconde partie, Robert et Raymond. Mardi 8 septembre 1981, 9h10, Londres, 30 Fontarabia Road. À peine eut-il refermé la porte derrière leur grand van Bedford noir aux vitres teintées, Robert McDermott lança à son collègue Raymond T. Delaney. « For God's sake, tu as mis encore ton sang bon dans le camion. Quand vas-tu comprendre que l'odeur de ce parfum innommable me déplaît autant que celle de ton cigare ?»« Shut up, Robert. Notre jeune ami vient juste de recevoir un appel de son espionne russe, » répondit l'imposant Delaney sans se retourner. On remarque rarement la présence d'une fourgonnette de couleur noire de l'autre côté de la rue. On devrait. On y trouve généralement quelque espion en train de siroter son café, une paire d'écouteurs sur les oreilles. Si un pauvre petit Français expatrié à Londres pour l'amour des Beatles, tel Jean-Pierre Vasseler, avait lu des romans de Ian Fleming, il aurait peut-être prêté attention à ce van aux fenêtres fumées garé depuis 15 jours au 30 Fontarabia Road, quasiment en face de chez lui. Il aurait aussi découvert le manège de ces 2 agents spéciaux, le très britannique Robert McDermott du MI6 et Raymond T. Delaney, agent américain spécialement dépêché à Londres par la NSA, confortablement installé pour l'espionner. Certains rasoirs à 2 lames rasent, dit-on, de plus près. Certains espions aussi. Quand un individu détient quelques secrets d'État, tel notre héros, il est recommandé d'utiliser 2 agents. Le premier surveille ses moindres faits et gestes, tandis que le second écoute le moindre son sortant de sa bouche. Un gros casque sur les oreilles, le corpulent agent de la NSA essayait déjà de déterminer l'endroit approximatif de l'appel de Lucy Diamond, grâce au brouhaha extérieur enregistré durant les 12 secondes qu'avait duré la communication.
Pendant ce temps, l'anglais Fluet avait repris sa place, assis devant ses écrans de contrôle. Grâce aux 4 caméras miniatures implantées dans l'appartement de Vasseler, l'espion du MI6 pouvait observer les moindres mouvements du seul individu susceptible de leur ramener la preuve d'un Beatlesgate qu'il fallait surveiller afin d'étouffer proprement l'affaire. Le téléphone se remit à sonner chez Vasseler. L'homme debout, devant la baie vitrée, son jus d'orange à la main, décrocha précipitamment. Dans la camionnette, Delaney avait déclenché le magnétophone et McDermott ajustait l'objectif de la caméra dissimulée dans l'applique du salon. « C'est toi, Lucie ?»« Ben non, c'est Julian, » répondit une voix gênée. Tu m'avais donné ton numéro de téléphone personnel au cas où je me déciderais pour le sac à dos de Harrison. Voilà, je pars demain aux aurores. Je pars en Inde, je veux dire. Je prends un avion à Heathrow. J'ai mon passeport et tout. J'ai bien réfléchi. C'est un peu un pèlerinage, tu vois. Alors je te l'achète, le sac de Georges. J'ai l'argent. Tu sais, le sac que tu m'avais montré l'autre jour à la boutique. Celui qui a contenu le gros magnétophone Revox à bande de 20 kilos qu'il avait emporté à Rishikesh. Je les ai, les 200 livres. Est-ce que je peux passer le chercher ce matin ? Vasseler ne disait rien. Dans le van Bedford, Robert et Raymond se retenaient franchement d'éclater de rire. Un Beatlemaniaque en partance pour l'Inde qui appelle à 9h du matin au domicile du propriétaire de la boutique The Fab Four Magical Store. Et sans sourciller, voilà que ce fils à papa lâche 200 livres pour un pauvre sac à dos élimé ayant soi-disant appartenu au plus timoré des Beatles. On nage en plein délire psychédélique. « Écoute, Julian, » répondit enfin Vasseler, « je ne devais pas passer à la boutique aujourd'hui, mais puisque tu es pressé, je vais y faire un saut. J'apporterai le sac. Donnons-nous rendez-vous, disons, vers 11h. » Merci, mec, c'est super de ta part. À tout à l'heure. Sur l'écran de contrôle numéro 3, McDermott observa Vasseler raccrocher le combiné, puis boire pensivement la dernière gorgée de son jus d'orange. Je me demande comment il peut avaler une telle mixture. Le regard bleu azur perçant derrière la monture dorée de ses petites lunettes rondes, l'agent McDermott touillait distraitement sa petite cuillère dans son mug de thé au lait, en suivant Vasseler d'une pièce à l'autre. « Tu veux parler de son jus d'orange multivitaminé ?» répondit en souriant Raymond Delaney, les oreilles encore remplies du glou-glou de la dite boisson. « Chacun ses petites manies. Regarde-toi, Robert, obligé de quitter le camion pour aller voler l'indispensable bouteille de lait qui te permet d'ingurgiter ton satané thé vert à la nouille. Bon, ça ne veut rien dire. Dis donc, t'as vu ? Dans sa discothèque, il y a un exemplaire de Love Me Do, le tout premier LP des Beatles, sorti en juillet 1963. Combien ça vaut un truc pareil aujourd'hui ? Aucune idée, peut-être dans les 250 livres. Pour vous, les Américains, à peu près $400. Tu te rends compte ? Tout cet argent pour un petit bout de vinyle ? Je ne comprends vraiment pas comment on peut aimer les Beatles à ce point. Tu sais, je suis allé à son magasin à mon arrivée à Londres. Je peux t'affirmer que les types qui sont là sont encore plus timbrés que lui. Bon, de toute façon, les Beatles étaient un groupe de timbrés. Mais by appointment of Her Majesty the Queen, comme vous diriez, vous les Britanniques, répondit Raymond dans un éclat de rire gargantuesque. Très drôle. Au fait, comment l'as-tu appris, toi, qu'ils avaient été membres actifs du MI6 ? Le gros agent de la NSA tourna lentement son visage resté poupin malgré l'âge vers son acolyte. Après avoir reposé son casque sur la table d'écoute, il bascula sur son siège et saisit son étui à cigare. Posément, il extirpa de sa veste un zippo chromé brossé et alluma son deuxième cerdan de la journée avec un plaisir évident. Cette fois, McDermott n'osa interrompre ce rituel qui agaçait au plus haut point ses narines délicates, de peur que son collègue n'achève pas son récit. « J'ai eu accès au dossier de vos 4 délurés il y a peu de temps, comme tu sais. Cela doit faire 1 an que je suis au courant des actions menées par les Beatles en tant qu'agent autorisé au service secret de Sa Majesté entre 1964 et 68. D'abord, je n'y ai pas cru. Quand j'ai découvert le rôle de la chanson « Being for the Benefit of Mr. Kite »,
dans l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, j'ai mieux compris leur rôle et l'importance de leur couverture en tant que célébrité de la pop britannique. Oh, j'avoue que le coup de Mr. Kite fut très efficace, acquiesça malicieusement McDermott, tout en regardant évoluer Vasseler dans sa salle de bain. Comment voulais-tu que les Russes se doutent que la phrase « Being for the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline » au bénéfice de M. Cerf-Volant, un spectacle aura lieu ce soir sur un trampoline, était en réalité un code confirmant le bombardement d'un de leurs sous-marins espions au large de l'Égypte en 1967. Ok, vous autres Anglais avez eu une très bonne idée à cette époque-là, reconnu Delaney, qui savourait son cigare dominicain à pleines lèvres tout en rejetant une fumée puissante et persistante. Il n'empêche, vous êtes complètement passé à côté de la trahison de McCartney. Attention, Vasseler va sortir. L'Américain remit en toute hâte ses écouteurs et confirma les préparatifs de départ du jeune homme. Il l'entendit farfouiller dans un placard. D'un regard, il contrôla sur les écrans de McDermott. Vasseler sortait une grosse boîte en carton dans laquelle était empaqueté quelque chose de mou. Sans doute le sac à dos de Harrison. Puis l'homme se dirigea vers le vestibule. « Holy shit! Il vient de prendre ses clés de voiture !»« J'ai vu !» rétorqua McDermott. « Prépare la fourgonnette et envoie ton rapport au central. On lève le camp. » Quand la petite silhouette portant sac à dos descendit l'escalier du 35, Fontarabia Road, les deux agents s'installèrent à l'avant du véhicule. Vasseler s'engouffra dans sa coccinelle beige immatriculée LMW 281F et démarra sans perdre un instant. Le van prit aussitôt la Volkswagen en filature. Soudain, un virage trop brusque dans Stormont Road fit se renverser le sambon de Delaney. « Oh, lovely !» s'écria Robert. « Non content de m'empuantir avec ton fétide cigare, tu viens en plus de chavirer ta fiole de parfum. Décidément, ce camion devient irrespirable. »« Ah bon ? T'aimes pas Brut de Fabergé ?» Troisième partie, la lettre de John. Mardi 8 septembre 1981, 9h40, Londres. Tandis que bourdonnait le moteur de ma coccinelle sur Stormont Road, une voix intérieure me murmura d'aller m'asseoir sur un banc de la Whispering Gallery à St. Paul's Cathedral. Avec Lucie, j'avais visité cet endroit étonnamment vaste et lumineux où le prince Charles avait récemment épousé Lady Di. À l'époque, ce qui nous avait fascinés, ce n'étaient pas les fresques mosaïques et autres sculptures baroques. Non, Lucie et moi avions adoré grimper au premier étage afin de découvrir la galerie des murmures, avec sa fresque en trompe-l'œil. Je me souviens que nous avions pu y échanger des mots doux à voix basse alors que nous étions séparés par une quarantaine de mètres. Ce balcon circulaire possède en effet une acoustique inhabituelle qui permet au moindre souffle d'être entendu d'un bout à l'autre du dôme si l'on est placé exactement à l'opposé l'un de l'autre. Qu'est-ce qui me poussait à vouloir retourner à cet endroit ? La fatigue, le souvenir ou la méfiance ? Peut-être cette sourde douleur au bras gauche qui se réveillait à chaque virage, aggravée par cette satanée conduite à gauche. Peut-être était-ce également parce que j'observais régulièrement dans mon rétroviseur une petite fourgonnette noire qui, l'air de rien, me filait le train depuis chez moi. Après le départ de Lucie, je suis devenu soupçonneux. C'est pour ça que j'ai reconnu ce gros Américain dans mon magasin il y a quelques semaines. En le revoyant du côté de Fontarabia Road, j'ai commencé à comprendre que j'étais surveillé. J'ai rapidement repéré son complice, un Anglais, au faux air d'Oscar Wilde, qui pique chaque matin la bouteille de lait de mon voisin, ce qui, soit dit en passant, n'est pas fait pour me déplaire. Lucie était-elle au courant de cette surveillance lorsqu'elle m'a appelé ce matin ? Décidément, il faut que je me remette les idées en place. Je gare la voiture sur Cannon Street et je me faufile au milieu des passants jusqu'au parvis de la cathédrale. Le temps s'est mis au diapason de mes états d'âme. Au vu du cumulonimbus gris qui recouvre Londres, une grosse averse se prépare. La chance est avec moi. La visite de 10 heures est sur le point de commencer. Je paye mes 6 livres et je me mêle à un groupe de touristes du 3e âge affublés d'accoutrements bariolés. Rien de tel qu'un bain de foule
pour vous décrasser l'ego et retrouver l'anonymat. Les 259 marches menant au premier étage du dôme de Saint-Paul, une fois grimpé, je m'assois sur une miséricorde. Ce siège providentiel permettant de se reposer en position semi-assise a attiré mon regard à cause des 4 figures grotesques ornant ces montants. Un signe. En jetant un regard circulaire, je note que les 2 espions chargés de me coller au basque n'ont pas pu prendre leur ticket à temps. Comme diraient les 4 garçons, « I've got a ticket to ride », j'ai alors sorti la lettre de John et l'ai relue une fois de plus. Cher Jean-Pierre, je ne vous ai vu qu'une fois, mais je sens que je peux compter sur vous. Ne me demandez pas pourquoi. Disons que votre boutique m'a semblé authentique parmi toutes les échoppes faisant commerce de nos reliques que j'ai visitées. Ce que vous avez trouvé dans ce colis est une bombe atomique. Sur ces 2 bandes, 3/4 de pouce, vous allez écouter les maquettes de 6 morceaux inédits des Beatles, enregistrés en Captation Live sur le magnétophone Revox 2 pistes de George à Rishikesh, dans l'Uttar Pradesh, en septembre 1967. Avec ma femme Yoko et David Kiffen, mon actuel producteur, j'ai récemment décidé de mettre fin à un terrible secret qui me hante depuis la mort de Paul en mai 68. Tout cela pèse maintenant si lourd que je n'arrive plus à trouver le sommeil. Ce secret, le voici. Entre 1964 et 1968, notre groupe a travaillé pour le MI6, sa très gracieuse Majesté la Reine, à qui je ne demande même plus d'agiter ses quincailleries tellement je la méprise, nous avait embrigadés en nous faisant membres de l'Empire britannique. Nous étions coincés. D'autant que notre manager, le pauvre Brian Epstein, était notre officier de liaison avec les services de renseignement. La guerre froide battait son plein, nous disait-on. Il nous fallait lutter contre les rouges. Nous avions pour mission d'introduire des messages codés dans nos chansons, de remettre des paquets bizarres lors de nos tournées dans le monde entier. Et puis, je ne sais trop comment, Paul a été contacté par un agent du KGB, une charmante jeune femme originaire de Minsk, Marina Nikolaevna Prusakova, je crois. Nous étions fatigués, nous aussi, d'être de pauvres James Bond de pacotille, uniquement bons à jouer les petits télégraphistes entre les grandes puissances de l'Ouest. Bon sang, à l'époque, nous étions plus populaires que le Christ, non ? Lorsque George nous a convaincus de partir en Inde, Paul n'a pas manqué de nous rallier à sa cause. Brian Epstein était resté en Grande-Bretagne. Nous en avons profité pour faire ce que nous savions le mieux faire, des chansons. Les 2 bandes magnétiques qui sont dorénavant en votre possession sont le résultat de notre séjour indien. 6 chansons pro-communistes composées en toute liberté, dans la fièvre et la passion. 6 morceaux révolutionnaires dont les titres sont à eux seuls autant de camouflets à ceux qui nous surveillaient. Going to the USSR, Strawberry Submarine, Being for the Benefit of Jean-Paul Sartre, All You Need Is Red, We for Marx Brothers, et surtout With a Little Help from Our Comrade, Léonide, la plus drôle de toutes. Entre nous, nous avions baptisé ces maquettes The Marxist Album. Avec ça, nous avions l'impression de tromper l'ennemi. Nous nous amusions comme des fous. Malheureusement, malgré nos précautions, cette session d'enregistrement sauvage fut connue en haut lieu. Les ennuis commencèrent. Notre route des Indes se termina dans le sang. Epstein fut suicidé par ses amis du MI6. Puis ils s'en prirent directement à Paul. Au printemps 1968, il eut un accident de voiture et mourut calciné dans son Aston Martin. À partir de ce moment-là, rien ne fut plus pareil. George, Ringo et moi cherchions à tout prix à sortir de cette prison dorée. Nous avions laissé de multiples indices sur notre réclusion forcée dans nos déclarations à la presse, dans nos chansons, sur la pochette de nos disques. Peine perdue. Seuls quelques fans comprirent que le vrai Paul était mort en écoutant à l'envers le morceau Revolution 9 sur l'album blanc. Eux seuls purent décrypter la pochette d'Abbey Road et observèrent que ce n'était pas Paul qui traversait la rue pieds nus, une cigarette à la main droite, lui dont la planète entière savait qu'il était gaucher.
Quant à vous, Jean-Pierre, je suis sûr que vous aviez noté que j'avançais tout en blanc vêtu, signe de deuil pour les Indiens, que Ringo était habillé en noir et que George avait la tenue d'un fossoyeur. L'animateur de radio Ross Gibbs, de la station WKNR, dans le Michigan, cria bien à qui voulait l'entendre la triste vérité, mais rien n'y fit. L'affaire fut étouffée par les services de renseignement britanniques et américains. Le groupe fut dissous en 1970 après le très sombre album Let It Be. Yoko et moi pûmes vivre en paix une dizaine d'années. Mais il y a quelque temps, en composant Double Fantasy, tout mon passé a ressurgi. Et j'ai envie que le monde sache ce que furent véritablement les Beatles. J'ai envie que la planète écoute ce marxiste album. J'ai réécouté nos 6 compositions, les dernières de Paul. Elles sont fabuleusement drôles, inspirées, à la fois graves et enchantresques. C'est pour cela que je vous envoie ces bandes, uniques et précieux témoignages que j'ai pu conserver de notre enregistrement indien. Je sais pertinemment que je vous mets en danger. Depuis quelques semaines, je crains franchement pour ma vie. Mais ma décision est prise. Cher Jean-Pierre, faites pour le mieux. À tout le moins, conservez ces enregistrements et écoutez-les en pensant à nous. Bref, faites ce que bon vous semblera. Je sais que vous êtes le gardien de notre légende. Je vous abandonne le soin de tout décider à la place du groupe. Sincerely yours, John Lennon. Postscriptum. Détruisez cette lettre après l'avoir lue. Cela vaudra mieux pour votre sécurité. Bouleversé, je collais doucement ma tête contre le mur. J'avais un instant rêvé de conserver cette missive, l'ultime lettre signée de la main du plus touchant des Beatles. Mais je me rendais compte qu'il me faudrait la détruire selon sa volonté. C'est à ce moment que j'ai entendu la voix de Lucie caresser mon oreille distraite. Lucie. Elle devait avoir trouvé le moyen de se glisser parmi les visiteurs de la Whispering Gallery. C'était comme si elle me tirait d'un long sommeil nostalgique. J'approchai les lèvres du mur et répondis « Lucie, comment m'as-tu retrouvé ?» J'ai vite compris que tu étais sur écoute ce matin au téléphone. Je t'ai suivi et j'ai apprécié le fait que tu retournes là. Nous avions été heureux. Puis-je te voir ? Non. Je ne suis pas encore sûr qu'aucun agent ne nous surveille en ce moment. Faisons comme prévu. Retrouvons-nous à Kew Gardens un peu avant 14 heures, mais pas à la pagode, plutôt à l'intérieur de la serre, sous l'escalier de gauche. J'essaierai de tromper la vigilance des 2 agents. En apportant le vrai sac à dos, tu sais que tu peux me sauver la vie, n'est-ce pas ? Murmura-t-elle, avant de partir. J'eus beau répondre, rien ne revint à mes oreilles. Je ne résistais pas à l'envie de me lever pour scruter l'endroit exactement opposé où elle avait dû se tenir. Je n'aperçus qu'une vieille femme portant un châle qui s'éloignait. Une fois sorti de St. Paul's, je repris la voiture et me dirigeai vers The Fab Four Magical Store. Il était 16h36. Je devais absolument y rencontrer le brave Julian, ce sympathique hurluberlu dont le départ pour l'Inde était imminent. Il fallait faire vite. Tout se mettait soudain en place dans ma tête. Pour sauver Lucie, il allait falloir jouer serré. 4e partie, le sac à dos de George. Mardi 8 septembre 1981, 10h36, Londres, la City. Tu me caches quelque chose, Ray. Je le sens depuis le début. Lâcha sans préambule Robert McDermott, quand son confrère remonta dans le van garé non loin de St. Paul's. Crois-tu que c'est le moment, Bob ? Démarre. Vasseler quitte la cathédrale. Cette fois, nous ne devons pas le perdre de vue. Quand la silhouette au sac à dos reprit en toute hâte sa Volkswagen, les 2 espions l'attendaient déjà au coin de Holborn Viaduc. Alors, que s'est-il passé pendant cette visite guidée ? En as-tu appris un peu plus en discutant avec le doyen de St. Paul's ? Demanda fébrilement McDermott. Il m'a fallu déployer des trésors de diplomatie pour atteindre ce satané doyen, répondit Delaney. Le brave Robert Benjamin Hall, qui doit d'ailleurs quitter son poste à la fin du mois, a fini par me faciliter la tâche. Il a vraiment l'air au bout du rouleau. Même s'il ne m'a pas autorisé à rejoindre le groupe de touristes de Garlas, il a envoyé un de ses enfants de cœur espionner notre petit Frenchie. Le gamin a découvert que Vasseler avait passé la totalité de la visite assis sur une chaise, à lire une lettre qui, semblait-il,
l'a bouleversé. « Il nous faut cette lettre !» Soudain, au sortir du rond-point de l'Album Circus, la coccinelle beige obliqua à gauche et se dirigea à vive allure vers le Waterloo Bridge. « Bon Dieu, ce n'est pas la route? Qu'est-ce qu'il fabrique encore ?» pesta McDermott. « Ne t'inquiète pas, Bob, je contrôle la situation. » Trahissant cependant son anxiété, Delaney sortit son briquet tempête et ralluma un cigare quasi consumé qui macérait dans le cendrier de la fourgonnette. La voiture de Vasseler s'engagea sur le pont de Waterloo, puis se rangea sur le bas-côté. L'homme en sortit précipitamment et alla se pencher dangereusement sur le parapet. Il retira de la poche intérieure de sa veste la fameuse lettre, leva le bras et se la fit arracher des mains par le vent. Les deux feuillets virevoltèrent joliment jusqu'à effleurer la Tamise. À l'intérieur du van, ce fut la stupéfaction. « Bob, prends le volant et continue de le suivre !» cria Delaney. « Je vais à l'arrière téléphoner à la brigade fluviale. Le commissariat central n'est pas loin. J'espère qu'une patrouille en hors-bord aura le temps d'envoyer un plongeur récupérer cette damnée lettre. » « Il remonte dans la voiture, Ray. Je le suis. On a sacrément de la chance que Vasseler ne fume pas, sinon il n'aurait pas hésité à la brûler avec son briquet. » La coccinelle rejoignit l'autre côté du fleuve et reprit le pont en sens inverse. Après avoir remonté Drury Lane, puis Museum Street, elle déboucha enfin sur New Oxford Street. Le van se gara à quelques dizaines de mètres. Devant la grille de The Fab Four Magical Store, Julian attendait en fumant une camelle. Dès qu'il aperçut Vasseler, un grand sourire éclaira son visage, mangé par une barbe mal taillée. L'effervescence régnait dans la fourgonnette. McDermott extirpa de la boîte à gants un trousseau de clés. Les deux agents sortirent discrètement et entrèrent au 61 New Oxford Street. Au premier étage les attendait un appartement donnant sur le magasin. Avec rapidité et précision, Bob et Ray enclenchèrent leur matériel de surveillance, une caméra à téléobjectif pour l'un et un terminal d'écoute audio pour l'autre. Delaney mit son casque et commença à enregistrer la conversation entre Julian et Vasseler. « Je suis désolé pour mon retard », s'excusait Jean-Pierre. « T'en fais pas, mec. Tu es là, c'est le principal. Alors, montre-le-moi. Tu vas devoir y faire très attention. » Harrison considérait ce sac à dos comme une sorte de talisman. Il l'avait baptisé l'Indian Backpack. Devant son écran, l'anglais du MI6 vit Vasseler sortir son propre sac à dos, d'où il retira avec précaution un gros objet mou, emballé dans des chiffons de couleur. « Tu vois, c'est un sac des surplus de l'armée US. Il est en toile de jean couverte de taches camouflage. 4 poches surpiquées et une armature en fer qui a un peu souffert. Mais le plus beau, c'est qu'au fil de ses voyages indiens, George avait peint des guirlandes de fleurs oranges, des œillets, des fleurs de jasmin, des slogans comme « Make Love », notoire. Il avait même dessiné une divinité indienne du nom de Ganesha. C'est l'homme à la tête d'éléphant, là ? C'est ça. Tiens, je te le donne. Mais fais attention, tu ne pourras t'en servir qu'une fois là-bas. Les bagagistes de Heathrow sont de véritables brutes. C'est génial. Mais t'en fais pas, je vais y faire attention. Oh, tiens, voilà ton chèque, 200 livres. C'est bien ça ? Ok. Tu vois, partir là-bas avec un tel porte-bonheur, c'est comme posséder un passeport intérieur. Tu ne crois pas si bien dire. Je t'envie de faire un tel voyage. Prends soin de toi, mon gars. Et n'oublie pas de m'envoyer une carte postale de Rishikesh. Je la mettrai bien en vue derrière la caisse avec toutes les autres. C'est cool. Bon, j'y vais. Il faut que j'aille boucler mes valises. Salut, mec. Soudain, de l'autre côté de la rue, le téléphone sonna dans l'appartement des deux agents. Bonne nouvelle, Bob. La fluviale a réussi à repêcher la lettre avant qu'elle ne soit engloutie par la Tamise. L'encre a été effacée, le papier est sérieusement abîmé. Mais les gars du labo du MI6 travaillent sur le texte. Ils nous transmettront leur décryptage par fax, ici à l'appartement. Dis donc, notre gentil Beatlemaniac est parti farfouiller dans sa remise. Oh là, mais ça devient sérieux. Quoi ? Questionna Raymond, en remettant ses écouteurs. De la boîte à chaussures posée sur le comptoir, Jean-Pierre Vasseler extirpa une arme à feu, puis une boîte de balles. « Je reconnais ce revolver », nota calmement McDermott. « C'est une arme de marque allemande, un Arminus calibre 357 Magnum.
une arme pour le tir sportif avec un canon long et un cran de mire à l'avant. Il a un permis de port d'armes pour ceux-ci coups? Bonne question. Le cliquetis du fax vint interrompre leur réflexion. Les scientifiques du MI6 envoyaient la lettre décryptée. Un long silence suivit la lecture du texte signé John Lennon. Les deux hommes n'osaient plus se regarder. « Tu me caches quelque chose, Ray », revint à la charge McDermott. « Me diras-tu enfin de quoi il s'agit ?»« Attention, notre homme lève les voiles, coupa Delaney. Il est 13h05. Sur l'écran de contrôle, la silhouette au sac à dos quittait le magasin après avoir baissé le rideau de fer. Jean-Pierre Vasseller remonta dans sa coccinelle. Direction Kew Gardens. Les deux agents secrets reprirent leur van. En route, Delaney finit par briser le silence entre deux bouffées de cigares. « Oui, Bob, je te cache quelque chose depuis le début. Si la NSA m'a envoyé, moi et pas un autre, c'est pour une bonne raison. Je connais bien le dossier Beatles, même si c'est depuis peu de temps. J'ai été chargé d'organiser l'assassinat de John Lennon, il y a 9 mois. J'ai armé le bras de ce fou, de marque David Chapman. Nous devions simplement le blesser pour lui faire peur, mais Chapman s'est pris au jeu. La mort de Lennon, c'est tout sauf l'œuvre isolée d'un détraqué, mais plutôt le travail collectif d'un service parallèle à la NSA, dont j'étais le coordinateur adjoint. Depuis ce temps, je ne me remets pas d'avoir supprimé ce type, et pourtant, j'en ai effectué des missions de retrait en 30 ans de carrière. Si ça peut te rassurer, Ray, tu as devant toi l'ex-agent britannique chargé de liquider McCartney en 1968. Et je peux dire que moi non plus, je ne trouve plus vraiment le sommeil depuis toutes ces années. Dans le fond, nous sommes tous les deux des tueurs de Beatles, conclut sombrement l'agent américain. Et pour récupérer les deux bandes de ce foutu marxiste album, avant que les Russes ne mettent la main dessus, je sens que nous allons sacrifier sur l'autel de la raison d'État un honnête et naïf fan des Beatles. Certains secrets ne doivent jamais être dévoilés à la face du monde. Te voilà bien pompeux, Bob. Voilà, on est arrivé à Kew. Au fait, tu as remarqué que depuis tout à l'heure, tu n'as pas une seule fois pesté contre la fumée de mon cigare dominicain? L'odeur de la mort a remplacé celle de ton pauvre cerf-dent, Ray. Elle est bien plus fétide, et je la sens nettement en ce moment. Il faudra que nous soyons sur nos gardes. Nous n'avons plus 20 ans. Cinquième partie, Lucy in the Sky. Mardi 8 septembre 1981, 13h41, Kew Gardens. Dieu soit loué. Il était 13h41 lorsque je pénétrais dans les jardins royaux de Kew Gardens par l'entrée principale. Depuis ce matin, je savais que le lieu supposé du rendez-vous avec Lucy était la fameuse pagode octogonale, de 50 mètres de haut, fierté des londoniens amateurs de chinoiseries architecturales. En payant mon billet, j'eus droit à un plan et je découvris que ce pavillon se trouvait exactement à l'autre bout du jardin botanique. J'y courus et m'aperçus, une fois arrivé, que l'accès en était interdit au public. Lucy aurait pu trouver un faux lieu de rendez-vous plus accessible. Tant pis, je m'avançai résolument vers l'entrée et repérai immédiatement que le cadenas était petit et rouillé. D'un coup de pied rageur, je le fis sauter sans même penser à regarder si l'on m'observait. Je découvris alors un escalier en colimaçon qui remontait le long de la colonne centrale, vers le 10e et dernier étage. Soudain, j'éprouvai le sentiment familier d'être espionné. Les deux types à la fourgonnette noire avaient dû repérer mon manège et se mettre en place afin de guetter l'arrivée de Lucy. J'attendis quelques instants en montrant ma silhouette à la fenêtre du 2e étage. Quand je jugeai le moment opportun, je redescendis au premier et fracturai silencieusement la fenêtre opposée. J'en enjambai tant bien que mal le chambranle et glissai sans faire de bruit sur les tuiles en céramique de l'auvent de la pagode. Une douleur fulgurante traversa mon bras gauche et je dus attendre quelques minutes avant de me laisser tomber sur la terre ferme et rejoindre les buissons. De là, je fis de mon mieux pour courir jusqu'à la serre, véritable lieu de rencontre avec ma Lucy. Elle se tenait exactement à l'emplacement qu'elle m'avait indiqué à la Whispering Gallery,
Une fois de plus, elle m'éblouit. Elle porta son index sur mes lèvres avant que j'aie prononcé le moindre mot. Oui, Jean-Pierre, je suis un agent du KGB chargé de récupérer les 2 bandes magnétiques que Lennon t'a adressées voilà 9 mois. C'était mon travail de voler l'unique preuve de l'existence de The Marxist Album. Tu sais, l'Union soviétique a tout intérêt à démasquer l'extraordinaire machination orchestrée par les puissances capitalistes de l'Ouest. Révéler au monde entier l'existence de cet enregistrement, c'est dévoiler l'ignoble complot qui a conduit aux assassinats de Paul McCartney et John Lennon. Je me fiche bien de tout cela, moi, rétorquai-je furieux. Je ne sais qu'une chose, tu as trahi ma confiance, mes sentiments, mon amour pour toi. Que sais-je encore? M'as-tu seulement aimé? Pourquoi avons-nous fait ce voyage en Inde finalement? Je t'en prie, Jean-Pierre, nous n'avons plus le temps pour une scène de jalousie. Oui, nous sommes allés à Rishikesh, car je croyais que tu y cacherais les bandes. Mais durant le voyage, j'ai fini par oublier ma mission. Pourquoi crois-tu que je me tourne vers toi? Mes 2 contacts en Angleterre ont été désactivés par le MI6 ou la NSA. En plus, j'ai réussi à écouter les bandes que j'ai volées chez toi. Les bobines sont identiques, mais elles ne contiennent rien. Donc toi aussi, tu as fini par te douter de quelque chose. Pas exactement. Je savais que ces bandes étaient convoitées. Je me doutais que l'on essaierait de me les prendre. C'est pour cette raison que j'ai fabriqué des bobines leurres. Mais à aucun moment je n'ai pensé que c'était toi qui me les volerais. Revenant soudain à la réalité, Lucie demanda « Comment as-tu fait pour semer les 2 agents qui te surveillent? Pourquoi? Parce que je les aperçois là-bas. Ils se dirigent vers nous. Bon sang, vite, prenons l'escalier. » L'humidité de la serre rendait les vitres opaques. Néanmoins, pour avoir une chance de se faufiler entre les mailles du filet, il fallait passer par l'extérieur de la palmeraie. Une fois que nous eûmes atteint le niveau supérieur, je me rendis compte que l'architecture de la serre s'apparentait à une coque de paquebot retournée. J'avisai un panneau vitré entrouvert et j'en brisai les attaches de fil de fer. « Dépêche-toi, passons à l'extérieur pour rejoindre les jardins. » Dehors, le vent s'était mis à souffler de plus belle. Les nuages étaient plus sombres que jamais. Alors que nous progressions lentement, nous tenant aux poutrelles d'acier, je demandai à Lucie « As-tu amené les bandeleurs? Elles sont dans mon sac. Donne-les-moi. » Je les rangeai dans mon sac à dos et nous reprîmes notre périlleuse escalade à flanc de serre. L'orage éclata brusquement, rendant notre cheminement encore plus difficile. « Qu'as-tu au bras gauche? Ne t'inquiète pas, avance. » Nous n'étions plus qu'à 5 mètres de l'échelle quand, à travers le rideau de pluie, une ombre se détacha. Prêts à rebrousser chemin, nous tentâmes de partir en sens inverse. Un parapluie apparut de l'autre côté de la serre. Nous étions coincés entre 2 feux. Je sortis de mon sac l'Arminus et le braquai sur la cible la plus proche. Je refusai de m'avouer vaincu. « N'avancez plus, je sais ce que vous voulez !» criai-je en exhibant mon sac à dos de la main droite. « Je vous l'échange contre la vie sauve de mon ami. »« Ne jouez pas les héros, vacellaires, les jeux sont faits !» répondit le petit gros à l'accent américain. J'avisai alors une échelle médiane entre les gouttes au milieu de la serre. « Viens, nous allons descendre par là. » C'est à ce moment que l'homme au parapluie tira le premier coup de feu. Lucie dégaina à son tour. En voulant arrêter son geste, je la déséquilibrai malencontreusement. Elle glissa sur l'échelle, essaya de se rétablir sur la verrière, mais la pluie l'avait rendue glissante et son pied ne réussit qu'à traverser la vitre embuée. Emportée par son élan, Lucie creva le toit de la serre et disparut presque entièrement à mes yeux. Elle se rattrapa in extremis à une charpente criblée d'éclats de verre et s'entailla profondément la main. Je voulus l'aider, mais mon bras ne répondit pas à mon ordre. Il ne restait que quelques instants. Au prix d'un effort surhumain, je lançai mon bras gauche vers la main de Lucie. La douleur intolérable envahit tout mon être comme un tsunami qui balaye de la carte un village sur son passage. Mon cerveau, submergé par des sensations déchirantes, voulut disjoncter en créant un voile noir. Mais je réussis à garder le contrôle et diriger ma main vers l'objectif que je m'étais fixé. Je hurlais sans me rendre compte. Je parvins, enfin, à saisir le poignet de Lucie, tiré comme un forcené, et la remontai, centimètre après centimètre.
Je vis réapparaître sa figure ruisselante et ses yeux kaléidoscopes éperdus d'étonnement et de reconnaissance. S'aidant de ses bras, Lucie réussit à se maintenir à mon niveau. Son joli minois vola soudain vers moi. Elle me souffla. « Je t'aime, tu sais », et m'embrassa à pleine bouche. Une chaleur m'envahit immédiatement. Puis mes yeux fixèrent le magnifique sourire qui fleurit lentement sur son visage. Lucie était plus belle que jamais. Je ne m'appelle pas Lucie, mais Nastasia Filipovna et Panchine. Tu t'en souviendras ? J'allais acquiescer quand je vis les yeux de ma bien-aimée s'éloigner en un éclair. Lucie, Nastasia, avait choisi. D'un mouvement d'épaule, elle avait lâché prise et volait maintenant entre ciel et terre. Je voulus la suivre, la rattraper, voler à ses côtés. Mais quelque chose empêchait mes pieds de décoller. Les deux agents tenaient fermement mes chevilles. À ce moment, le voile noir finit par recouvrir mon champ de vision. Quand je repris connaissance, il ne pleuvait plus. Je me tenais en bas de la serre, sur une pelouse détrempée. Les deux espions se dirigeaient vers moi avec mon sac à dos. L'un d'eux en avait extrait les deux bandes. « Il vaut mieux ne pas regarder, monsieur Vasseler. » Un éclat de vitre lui a transpercé le corps. Je courus pourtant la voir. Je ne leur faisais pas confiance. Elle était là, souriante. Elle me regardait les orbites constellées de 1001 couleurs de l'arc-en-ciel. Elle était partie, les yeux ouverts. L'arc-en-ciel, après l'orage, s'y reflétait. Pour moi, Lucie était au ciel, éternelle, comme les diamants. Les deux hommes m'avaient rejoint. Leurs traits étaient tirés. Le grand flegmatique tenait mon arminus. Je savais qu'il n'avait jamais été chargé. Je lui dis « Brûlez ces bandes, c'est la seule chose que je vous demande. » Celui qui ressemblait à Oliver Hardy sortit de sa veste trempée à un briquet, approcha le sac et consulta son collègue. Au loin résonnaient les sirènes. Sans un mot, l'anglais filiforme aux lunettes dorées saisit une des deux bobines et tendit un bout de bande sous la flamme du zippo. Le feu prit comme s'il s'agissait d'une mèche. Mon sac s'enfuma rapidement, puis une odeur âcre de plastique brûlé s'en échappa. Il ne resta bientôt plus qu'une boule calcinée, finissant de se consumer. « Monsieur Vasseler, vous nous avez échappé, » commença l'agent américain. « Vous êtes rentré chez vous et vous avez fait vos bagages, » poursuivit l'anglais. « Courez, monsieur Vasseler. Nous espérons bien ne plus vous croiser sur nos routes durant les 20 prochaines années. Au fait, combien de disques ont enregistré les Beatles ? » « Oh, je les ai tous, » répondis-je en leur tournant le dos. « C'est un sacré groupe, vous savez. Et que pensez-vous du dernier ? » Oh, « C'est les Titbee, » fis-je en me mettant à courir. « C'est ça, les Titbee, » entendis-je au loin, avant de disparaître dans les fourrés. Ainsi soit-il. Épilogue. 23 octobre 1981, 5h40, Bénarès, Inde. Il est 5h du matin. Bénarès s'éveille, moi aussi, mais cette fois sans l'aide des ronflements des réacteurs d'avions londoniens. Je me lève et agite mon bras gauche avec soulagement. Plus aucune douleur. Je pense à Lucie. Je me souviens surtout de la douceur de ses lèvres, peu avant son envol. Je quitte ma chambre et descends les marches de Dassa Swadekat. Le Gange m'attend. Au bout de l'horizon, une boule de feu s'élève dans l'azur. Sur la rive, le cliquetis des barques rythme le chant de quelques brahmanes levés aux aurores. Certains pèlerins font déjà leurs ablutions dans le fleuve. Cette eau rédemptrice, je m'en sers pour me raser. J'ai à côté de moi l'antique magnétophone à bande de Georges. J'enclenche la touche lecture et je me badigeonne le menton de mousse. Les Beatles se rigolent, accordent leurs instruments gaiement. Je pense très fort à Julian, que j'ai retrouvé à Rishikesh il y a 15 jours. Il avait précieusement conservé les deux uniques bobines du Marxist Album. Par pudeur ou par indifférence, il n'a pas voulu savoir pourquoi je les y avais glissées. Et puis j'ai rejoint Bénarès, où je me suis installé dans un hôtel modeste.
Depuis, je me rase tous les matins en écoutant un disque des Beatles qui n'existe pas. J'apprécie leurs blagues de potache entre deux morceaux. Les Indiens me fichent une paix royale. La musique qui sort de mon Revox ne leur rappelle rien, mais j'ai compris qu'ils apprécient l'offrande faite aux fleurs. En bas de ces escaliers magiques, j'offre à la déesse Ganga 6 des plus belles chansons des Beatles, 6 morceaux composés en totale liberté en Inde, sous le soleil. 6 titres révolutionnaires qui me donnent envie de vivre, alors que ma déesse a rejoint les cieux. Le soleil est rond, comme un disque maintenant. Good day, sunshine, chantait-il. Oui, sûrement. Le Beatlesgate est une nouvelle d'Olivier Delcroix, extraite du recueil Noir Complot, publié dans la collection Le Grand Cabinet Noir, Manitoba Les Belles Lettres en 2003. Narration, réalisation sonore, sans la musique, Eric Hansen. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me.